Complot à Florence, dans l'Observatoire de Galilée de Guy Jiménez. Chapitre 4. Fin de soirée. Le souper commença par un bénédicté en latin que Fiorina ne récita pas avec les autres. Une fois les convives assis, tous les regards convergèrent sur elle, ceux de Piescaro et de sa femme, ceux de leurs enfants, ceux des grands-mères qui vivaient avec eux. La mère de Sérafina, en particulier, la fixait avec hostilité tout en mangeant ses macaronis. Elle avança la bouche comme pour siffler et aspira bruyamment 5 ou 6 pattes à la fois avant de demander « D'où elle sort, celle-là » Sérafina, qui avait par 2 fois fourni une explication, ne se donna plus la peine de répondre à sa mère. Les 2 garçons se mirent à questionner Fiorina. De quel quartier venait-elle? Avait-elle pour seule famille cet oncle qui la maltraitait? Mangeait-elle tous les jours à sa faim? Elle se montra assez convaincante dans les réponses qu'elle fit avec bonne humeur, et Piescaro admira son art consommé du mensonge. Dieu lui pardonnerait, et sa façon de ne rien révéler d'important, tout en donnant l'impression à ses interlocuteurs d'avoir répondu à leurs questions. De temps en temps, elle lui jetait un regard, sachant bien qu'il évaluait sa capacité de se tirer de situations embarrassantes. Le questionnement des garçons cessa aussi vite qu'il avait commencé. Fiorina se rendit compte alors que Gélinda la fixait intensément. Au bout d'un moment, comme le silence devenait gênant, Fiorina ne put se retenir. « Qu'est-ce qu'elle a à me regarder comme ça? J'ai un pois chiche sur le nez ou quoi ?» Gélinda est muette, expliqua Piescaro. Elle entend, mais ne parle pas. Elle n'a jamais parlé. Fiorina demeura stupéfaite. « Et pourquoi tu ne parles pas, toi ?» demanda-t-elle à Gélinda avec une grande douceur. « Parce que Dieu l'a voulu ainsi, » dit le drapier, secrètement touché par la compassion dont Fiorina faisait preuve. « Mais elle comprend très bien tout ce que nous disons, et il m'arrive de penser qu'elle sait bien des choses que nous ne savons pas. »« Papa prétend qu'elle parle directement à Dieu, » dit l'un des garçons en riant. Ce n'était pas un rire moqueur, plutôt une façon affectueuse de parler à la fois du père et de la fille. Toute la famille semblait aimer et respecter beaucoup Gélinda. La demeure de Piescaro, plutôt vaste, comportait un étage qu'il avait fait récemment élever. Il était fier de sa réussite, tout en n'oubliant pas qu'il la devait, pour une grande partie, à sa belle famille. « Je parie que tu n'es jamais entrée avant aujourd'hui dans une maison comme celle-ci, » dit-il à Fiorina après qu'elle eut fini de débarrasser et de laver la vaisselle du souper en compagnie des femmes. « Votre rue en est pleine et certaines possèdent un étage de plus, » fit-elle remarquer en haussant les épaules. « Mais tu n'y es jamais entrée, c'est seulement ce que je voulais dire, s'agaça-t-il. Pourquoi te crois-tu obligée de te montrer insolente? On dirait que c'est plus fort que toi. Rappelle-toi que je n'étais pas encore définitivement recrutée. Pense aux florins. Je n'ai pas été bien à table, j'ai dit des choses qu'il ne fallait pas. » Elle se souvint tout à coup de la muette. « Sauf pour Gélinda, reconnut-elle. »« Au contraire, s'écria Piescaro, tu as été parfaite, continue ainsi, mais pour l'amour du ciel, réfléchis à 2 fois quand une impertinence te vient à la bouche. » Il avait congédié tout le monde pour rester en tête-à-tête avec Fiorina, qui l'invita à s'asseoir à table comme il l'avait fait à son arrivée. « Il est temps que je te révèle les grandes lignes de ta mission, commença-t-il. Demain, tu te rendras dans la maison d'un nommé Galilée à l'adresse que je t'indiquerai. »« Galilée » Piescaro se raidit. « Tu connais cet homme » demanda-t-il d'un ton détaché. « N'est-ce pas celui dont tout le monde parle, qui regarde le ciel au fond d'un tube ?» Piescaro soupira soulagé. Fiorina ne connaissait Galilée que de réputation. La gloire de cet homme était considérable. Il décida de ne dire aucun mal du savant. « En effet, c'est bien de lui. Madame Certi, au service de laquelle tu t'apprêtes à entrer, est sa logeuse. Elle a mis à sa disposition une grande maison et lui sert de gouvernante depuis son arrivée à Florence il y a quelques mois. C'est un homme tout à fait célèbre. » « Alors, c'est à lui que je vais voler quelque chose? Son tube, hein, c'est ça ?» Piescaro constata une nouvelle fois combien Fiorina se montrait fine dans ses déductions. « Absolument pas, nia-t-il. T'ai-je dit que tu aurais à voler quoi que ce soit? C'est toi qui te l'ai imaginé. Et d'abord, on ne dit pas tube mais lunette, bien qu'elle ait en effet la forme d'un tube. »
C'est un comble, songea-t-il. Me voici en train de faire l'article de cet instrument du diable. Est-ce vrai qu'on peut y voir la lune avec des montagnes et des mers? La question irrita Piescaro, qui choisit de l'éluder d'un geste vague. Je demanderai à Galilée quand je le verrai, dit Fiorina. Certainement pas, s'étrangla de nouveau le drapier. Si j'apprends que tu lui as adressé la parole, tu pourras dire adieu aux florins. Il s'épongea le front de sa manche. Évoquer Galilée le mettait toujours dans un état fébrile. Revenons à nos affaires, reprit-il. Demain, tu demanderas donc à parler à cette madame Sarti. Il faudra t'y rendre de très bonne heure. J'y veillerai pour lui proposer tes services. Fiorina prit un air entendu. Compris, répondit-elle. Cette femme est une complice, je veux dire la vôtre et celle du riche seigneur. Piescaro blêmit. Ôte-toi vite cette idée de la tête. Tu ne devras rien révéler à madame Sarti de nos intentions secrètes. Pour elle, tu ne seras que la fille d'un employé du quartier. Fais bonne figure pour qu'elle t'emploie et contente-toi d'accomplir ton travail. Demain sera une journée d'observation pour toi, rien d'autre. Tu devras faire en sorte d'acquérir au plus vite la confiance de cette femme. Compris, répéta Fiorino, cette fois à bon escient. Mais si elle ne m'employait pas? Elle t'emploiera, conclut Piescaro avec force. Il sentit que Fiorina voulait lui demander autre chose, mais qu'elle craignait d'encore l'indisposer. N'hésite pas à me poser toutes les questions que tu veux, l'encouragea-t-il. Je t'ai fait venir ce soir précisément pour cela, pour aborder avec toi les aspects de ta mission. Justement, dit-elle, vous voulez que je vole quelque chose dans la maison en question, c'est bien ça? Ce n'est pas mal vu, répondit-il, mais je ne veux rien te dévoiler encore. Je t'en confierai davantage demain, à condition, bien sûr, que ta première journée là-bas soit un succès. Tu sauras alors ce que nous attendons de toi, en même temps que je te donnerai ton deuxième ducat. Maintenant, il est temps d'aller dormir. Fiorina se retrouva à l'étage dans un endroit très encombré qui servait à la fois de débarras et de chambre. Des pièces de tissu, de grandes bobines de fil et divers outils de confection étaient entreposés là. Dans un espace aménagé, les deux grands-mères dormaient ensemble, dans un lit à côté duquel se tenait celui de Gélinda. Fiorina voulut disposer la paillasse que Séraphina lui avait confiée à l'écart des deux vieilles et de la fille, mais la muette la tira par la manche pour l'obliger à s'installer à côté d'elle. Fiorina fit signe que non, oubliant que Gélinda entendait parfaitement. La fille de Piescaro insista et chacune tira sur la paillasse au risque de la déchirer. « Arrêtez toutes les deux, ordonna l'une des vieilles d'une voix ensommeillée. L'autre grand-mère ronflait déjà. Fiorina céda et déposa sa paillasse au pied du petit lit de Gélinda. Celle-ci parut satisfaite et commença à se déshabiller, dans l'intention d'enfiler une chemise de nuit. Fiorina se détourna et Gélinda vint lui tapoter l'épaule pour attirer son attention et lui faire signe. « Tu ne te déshabilles pas ?» Elle lui indiqua aussi le pot de chambre. Fiorina refusa et quitta précipitamment la pièce, après avoir chuchoté qu'elle revenait de suite. Une rougeur lui avait envahi le visage et elle avait l'impression qu'on ne voyait qu'elle malgré la pénombre. Elle proféra dans sa tête un chapelet de jurons tout en descendant sans bruit l'escalier. Une pressante envie d'uriner la tenaillait depuis la fin du souper. Elle parvint sans être vue à sortir côté cour. Pour parvenir côté rue, il aurait fallu traverser la pièce où Piescaro et Séraphina se trouvaient encore tous les deux. On percevait des brides de leur conversation. Un certain Vénitien revenait souvent dans leurs propos. De toute façon, Fiorina n'avait pas l'intention de s'enfuir. Elle marcha, courut presque jusqu'à un platane qui ornait le centre de la cour. Jetant un coup d'œil alentour, elle s'assura que personne ne pouvait la voir. Elle fouilla sous sa robe, qu'elle maintenait relevée, et pissa, enfin, debout contre l'arbre. Le jet puissant s'éleva jusqu'à un bon mètre du sol. Quelqu'un qui se serait tenu à côté d'elle aurait alors entendu cette drôle de fille se prodiguer à mi-voix des encouragements mêlés de reproches. « Fiorino, dans quelle histoire t'es-tu fourré? Si jamais ce Piescaro et son épouse, ou qui que ce soit d'autre, découvre que tu es un garçon, ton compte est bon. » Fiorino avait développé au fil du temps cette manière de s'adresser à lui-même, que ce soit pour se réconforter ou pour se blâmer. « Tu n'as plus que deux solutions maintenant, décréta-t-il, t'enfuir comme le ferait n'importe qui à ta place ou continuer l'aventure qui te mènera au florin. »
Il fit semblant de réfléchir intensément avant de conclure dans un sourire. « Naturellement, tu continues. N'es-tu pas né sous une bonne étoile ?» Ayant soulagé sa vessie, Fiorino laissa retomber les pans de sa robe. Il se promit une chose: dans 2 jours, quand il aurait accompli la fameuse mission dont Piescaro ne lui avait pas encore soufflé le fin mot, et qu'il aurait son florin, il cesserait de s'habiller en fille. Il partirait alors à la conquête de la belle demoiselle qu'il avait entrevue une fois. Maintenant que la fortune lui souriait, il ne voulait plus se travestir. Son corps allait changer. Il deviendrait un homme. Fiorino se demanda avec inquiétude s'il était possible qu'en une nuit, une seule, on puisse cesser d'être un enfant. Il s'imagina au réveil avec une ombre de moustache et une pomme d'Adam proéminente, ou pire encore, une barbetta à la Piescaro. Il en tirerait une bobine. Et comme la maison du drapier était largement fournie en bobines de fil de toutes sortes, Fiorino étouffa un rire, amusé par son jeu de mots involontaire. Il rejeta la tête en arrière pour prendre une grande respiration. La nuit l'angoissait toujours un peu. Il lui préférait le soleil, doré comme le florin qu'il convoitait. Le ciel nocturne de juin lui apparut alors d'une magnifique clarté. Les édifices autour de lui en cachaient l'immensité. Dommage. Fiorino regardait plus souvent la lune depuis que Florence s'enorgueillissait de la présence nouvelle de Galilée. Il se demanda comment le savant faisait pour enfermer celle-ci dans sa lunette. Le plus étonnant étaient ces montagnes dont la lune était recouverte selon lui. Peut-être étaient-elles habitées par des petits hommes. Un miaulement plaintif déchira le silence et le tira brusquement de sa rêverie. Il jura à voix basse contre le chat qui lui avait fait peur et décida de remonter. Il était temps de dormir. Les 2 belles-mères ronflaient à qui mieux mieux. Gélinda guettait son retour, un demi-sourire aux lèvres. Elle lui adressa un signe et l'amena à une fenêtre. Fiorino regarda à travers le carreau et sentit ses cheveux se dresser sur son crâne. La vue donnait directement sur le platane de la cour contre lequel il avait pissé. Dans la pénombre, il vit s'épanouir le sourire de Gélinda. « Ne dis rien à tes parents, la conjura-t-il. Une main devant la bouche, elle lui signifia qu'elle ne pouvait rien dire, étant muette. Elle semblait ne pas avoir l'intention de le trahir. « Je ne veux pas de mal à ta famille, chuchota-t-il. Ton père m'a pris pour une fille, c'est normal, je m'habille comme ça pour voler. Je n'ai pas voulu le détromper. Il a besoin d'une fille pour une mission. Avoue que je ne m'en sors pas mal, non ?» Les dents de Gélinda étincelaient dans l'obscurité. Entendre Fiorino se justifier ainsi semblait beaucoup l'amuser. « Je ferai ce que Barbetta m'ordonnera, ajouta-t-il. Piescaro, je veux dire. » Gélinda sourit davantage encore du surnom qu'il avait inventé pour son père et lissa à son menton une barbe imaginaire. Le garçon ressortit le ducat que lui avait donné le drapier. « Tiens, il est pour toi, mais ne dis rien à Barbetta. » Gélinda refusa de prendre la pièce. « Tant pis pour toi, lui dit-il, s'empressant de faire disparaître le ducat. La fille de Piescaro le désigna alors de son index gauche, puis se désigna elle-même du droit et rassembla ses 2 doigts en crochet, tirant dessus pour bien montrer la solidité de ce lien. Fiorino fut touché par ce témoignage d'amitié. En remerciement, il prit une pose avantageuse et esquissa des pas de danse. Ses allures de ballerine furent pétiller le regard de Gélinda. Leur conversation muette mais ponctuée de pas glissés, de soupirs et de rires étouffés finit par attirer l'attention. « C'est pas bientôt fini, les filles ?» lança l'une des grand-mères tirée de son sommeil. Gélinda pouffa, et Fiorino ne put s'empêcher de rouler les yeux en se composant une bouche en cœur, comme il l'avait vu faire lors d'une pantomime sur la place du Dôme. Gélinda laissa échapper un éclat de rire. « Ne m'obligez pas à me lever, menaça la vieille. Fiorino, prenant la menace très au sérieux, se calma sur-le-champ. Il vit Gélinda s'agenouiller pour une rapide prière. Lui-même fit vaguement semblant de prier, puis s'empressa de s'allonger sur sa paillasse, où il sombra aussitôt dans un profond sommeil.